Paul de Garros, marié par les journaux. Mon cher Albert, tu me demandes des détails sur le grand événement qui a transformé ma vie l'an dernier et que tu me reproches de t'avoir annoncé trop brièvement dans ma lettre du mois de janvier. Aussi, pourquoi as-tu quitté la France? Étais-tu installé à l'autre bout du monde? Si tu n'habitais pas si loin, tu aurais été comme toujours mon premier confident, et tu saurais maintenant ce qui t'inquiète. Il est vrai que je n'aurai pas aujourd'hui le plaisir de te le raconter. Voici donc cette histoire romanesque et presque invraisemblable. Tu te rappelles que l'on reçoit depuis longtemps chez mon père la vie politique et littéraire, revue familiale et d'acier-piètre envergure, où le vieux chroniqueur Fourcy donne chaque semaine une causerie dans laquelle il prend volontiers ses lecteurs comme collaborateurs. Il arrange à sa façon les petites histoires que lui racontent ses correspondants occasionnels, les présente sur ce bon ton enfant dont il s'est fait une spécialité, et les abonnés, qui ne sont pas difficiles, trouvent cela charmant. Or, dans le numéro du 23 janvier 1900, il y a donc juste 15 mois maintenant, le père Fourcy fit suivre sa chronique de ce long post-scriptum. Il m'est arrivé souvent de recommander à la charité de mes lecteurs des personnes nécessiteuses, et je me plais à reconnaître que ce ne fut jamais en vain. Je crois donc pouvoir me permettre de signaler aujourd'hui à leur générosité une infortune d'un ordre différent, et qui, pour n'être pas une calamité aussi effroyable que le dénuement matériel, n'en est pas moins digne d'intérêt et de pitié. Voici ce dont il s'agit. Je connais deux jeunes gens qui s'adorent, qui méritent 1000 fois d'être heureux, et qui ne peuvent pas se marier faute d'argent. La jeune fille a 23 ans, elle est orpheline, habite chez une de ses tantes et gagne courageusement sa vie en donnant des leçons de piano. Le jeune homme a 29 ans, est lieutenant d'infanterie et ne possède pour toute fortune que sa solde. Or, le règlement est formel, impitoyable. Un officier ne peut épouser une femme sans dot, et cette dot doit être de 20 000 francs. Les deux pauvres enfants sont donc dans la désolation. Il leur faudrait 20 000 francs pour être heureux, et ils n'ont pas le sou. 20 000 francs. Que mes lectrices retiennent ce chiffre. Il suffirait que chacune d'elles envoyât une modeste pièce blanche, et la somme serait réunie. J'accepterai avec reconnaissance les offrandes que l'on voudra bien m'adresser. Je les déposerai dans une banque, et lorsque la somme approchera du chiffre requis, j'aviserai. F. Fourcy. Tu en penseras ce que tu voudras, mon cher Albert, mais après avoir lu cet article, j'envoyai mon obole, non sans rester parfaitement sceptique sur le résultat final de la souscription. Eh bien, je me trompais. Les offrandes arrivèrent en contraire en masse. Le père Fourcy nous l'annonça triomphalement un mois plus tard, et nous laissa entendre en même temps que la jeune fille au profit de laquelle il avait lancé cet appel était sur le point d'accepter le superbe cadeau des lectrices de la vie politique et littéraire. Ce dernier résultat, il est vrai, n'avait pas été obtenu sans difficulté. La jeune fille avait d'abord refusé, s'était défendue, avait hésité longtemps, et n'avait fini pour se décider qu'en lisant la lettre qu'une des donatrices avait envoyée avec son offrande magnifique d'ailleurs, une des plus importantes de la liste. Cette lettre, qui figurait à la suite de l'article du chroniqueur, était ainsi conçue. Oh, je la sais par cœur, tu vas comprendre pourquoi. Cher et honoré maître, le fait que vous signalez dans votre dernière chronique m'a surpris et indigné. Comment il est encore possible à notre époque, après ce que l'on a tant fait pour établir parmi les hommes le règne de la justice, l'égalité, la fraternité, il est encore possible de voir cette chose monstrueuse, deux êtres qui s'aiment, condamnés à être malheureux parce qu'une question d'argent les sépare.
Oh, comme vous avez bien fait de vous adresser à vos lecteurs, de compter sur eux pour réparer cette iniquité. Tous, j'en suis convaincu, vont répondre à votre appel. S'ils ne répondaient pas, ils mériteraient toutes les injures. Pour mon compte, je vous envoie 50 francs, tout ce que je possède, car moi non plus je ne suis pas riche et la situation de ma famille est très modeste. Ces 50 francs représentent toutes mes économies. Je les gardais pour m'offrir une toilette neuve l'été prochain, mais la satisfaction d'avoir contribué au bonheur de votre protégé me procurera certainement beaucoup de plaisir. Dites-le lui, sans me nommer, et recevez pour vous, mon cher maître, l'hommage de mon admiration. C'était signé d'un simple prénom, Geneviève, et daté d'une initiale V, le 27 janvier 1900. Après avoir lu ces lignes, je restai longtemps rêveur. Évidemment, pour se montrer aussi généreuse, aussi désintéressée, cette jeune fille ne pouvait être qu'une perfection. Mais est-ce que je ne la connaissais pas? N'était-ce pas précisément la jeune fille que j'aimais, celle dont la volonté de mon père m'avait séparé jusqu'ici? Probablement, certainement. L'initiale V signifiait Valence. Geneviève, c'était Geneviève d'Orléac. Alors, ici, permets-moi d'ouvrir une parenthèse pour te rappeler que Geneviève d'Orléac et moi, nous nous étions jurés une fidélité éternelle, et que sans l'opposition de mon père, qui ne voulait pas me laisser épouser une femme sans dot, nous aurions été mariés depuis longtemps. Bon, revenons maintenant à la vie politique et littéraire. Mon père, qui lit son journal de la première à la dernière ligne, avait particulièrement remarqué les 2 articles que je viens de mettre sous tes yeux. La lettre signée Geneviève l'avait intrigué comme moi. Il m'en avait parlé aussitôt après sa lecture. Il y revint le lendemain, puis encore 5 ou 6 jours après. C'était de l'obsession. Et chaque fois, il me chantait les louanges de cette Geneviève, dont le cœur valait mieux qu'une fortune, disait-il, et qui, tout en ne possédant rien, ferait certainement le bonheur de celui qu'elle épouserait. Si bien qu'un jour, je finis par lui dire « Je pourrais peut-être poser ma candidature à la main de cette jeune personne, qu'en penses-tu » ? « Mais tu es fou, répondit mon père, une fille sans dot. Il n'acheva pas, se voyant pris en flagrant délit de contradiction. Au bout d'un instant, il poursuivit, mais d'un ton moins assuré. « Tu ne connais pas cette jeune fille, mon ami, rien ne prouve qu'elle te plairait, et que tu lui plairais. D'ailleurs, où la prendre? Geneviève Ave, c'est vague. Mais je crois qu'il serait au contraire très facile de connaître l'identité de cette personne, répliquai-je. Cette correspondante occasionnelle a gardé l'anonymat pour les lecteurs de la revue, mais elle a certainement fait connaître son nom et son adresse au père Fourcy. Autrement, il n'aurait pas inséré sa lettre. Nous pourrions donc demander le renseignement au bureau de la revue. Mais il me semble que c'est inutile, car un pressentiment me dit que cette jeune fille n'est pas une inconnue pour moi. Ben vraiment, oui, réfléchis un peu. Pourquoi V ne signifierait-il pas Valence? Et pourquoi Geneviève ne signifierait-elle pas Geneviève d'Orlac? Ah, c'est une mystification, grogna mon père. Si vous avez voulu vous amuser à mes dépens, je te préviens que j'aime pas ça. Je protestais de la pureté de mes intentions, et je lui jurai que depuis le jour où il avait nettement refusé de me laisser épouser Geneviève d'Orlac, je ne l'avais jamais revue et n'avais jamais correspondu avec elle. Et lorsqu'il fut calmé, j'ajoutai « Veux-tu que nous fassions tout de même un pari? Nous allons prier le père Fourcy de nous dévoiler le nom et l'adresse de cette Geneviève. Et si c'est la mienne, tu me permettras de l'épouser. » Eh bien, soit, dit mon père après une minute de réflexion. Renseigne-toi, et si par hasard tes pressentiments étaient exacts, ce serait si drôle que je ne me croirais plus le droit de refuser mon consentement. 3 jours après, nous étions fixés. C'était bien Geneviève d'Orlac qui avait écrit la lettre
si pleine de cœur que tu viens de lire. Je communiquai le renseignement à mon père et j'ajoutai fièrement: je savais bien qu'une seule femme au monde était capable d'avoir de pareils sentiments. Ça, c'est de la présomption, murmura mon père en souriant. Mais enfin, si cette femme doit être ta femme, tu ne saurais avoir d'elle une trop bonne opinion. 2 mois plus tard, nous étions mariés. Où les supplications, les plus beaux raisonnements avaient échoué, un article de journal avait réussi. Va donc médire de la presse maintenant. À toi cordialement, Maurice T. Pour copie, Paul de Garros.